patrimoine, de l'histoire et des histoires de sorcières, de celui qui ne ressemble pas à un sorcier. Bien heureusement, Stéphane William Gondouin. On va partir dans la Manche, on va partir à La Haye-du-Puy et on va parler sorcellerie. Exactement. Alors attendez-vous à frissonner dans les chaumières, avec des sorcières qui volent sur des balais, qui célèbrent des sabbats, des rituels étranges. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, début janvier, nous avions parlé du Mont Castres, Oui, un site à la fois naturel et historique. Et puis j'avais aussi très brièvement évoqué une affaire de sorcellerie en promettant que j'y reviendrai. Eh bien, parole tenue. Je suis contente. Je vous propose donc de rester, je vous propose de rester dans le secteur de ces monts du Cotentin pour évoquer le mont Étanclin. À 2 pas de la ville de La Haye-du-Puy, pour se situer géographiquement. Alors, l'affaire commence à Coutances en 1669. Un certain Jacques Noël, présenté par les auteurs contemporains comme, alors je cite, stupide, parlant peu, s'imaginant voir des spectres, commence à raconter des choses étranges à propos de sorciers. Par exemple, il a été renversé par un homme tout noir, vêtu de noir, sur le parvis de la cathédrale de Coutances. Mais c'est qui l'homme noir ? Eh bien, si vous avez l'imagination un peu fertile, bien sûr, il s'agit du diable en personne. Oh là là. Et voilà Noël qui rentre chez sa maman, c'est un bon garçon qui va chez sa mère à La Haye-du-Puy. Chez sa mère, ça ne nous étonne pas. Le bailli local prête une attention attentive aux affabulations de notre ami Noël. Le bailli, on peut imaginer, c'est comme le shérif en Angleterre. Oui, c'est ça, comme Robin des Bois, le shérif de Nottingham, c'est un peu l'officier de justice local. Et puis, ce bailli local, eh bien, il est assez crédule et il prête une oreille attentive aux affabulations de notre ami Noël. Et en fait, il prend carrément tout pour argent comptant. Aïe, aïe, aïe. Il aura été invité, par exemple, à venir assister par des sorciers au sabbat sur le mont Étanclin. Et le voilà qui commence à décrire des scènes complètement hallucinantes, des hommes et des femmes qui dansent plus ou moins nus, autour d'un grand homme, là encore tout en noir, bien évidemment, avec des cornes et des yeux brillants. On vous laisse deviner de qui il s'agit. Et comme il refuse de devenir sorcier, eh bien, il est depuis victime de toutes sortes d'ennuis. Et le voilà qui commence à balancer des noms de tous ses voisins, le boulanger. Noël, très sympa. Était là le boulanger, le berger, le collégien de l'époque, c'est-à-dire l'étudiant, pour remettre dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, nous sommes à une époque où nombreux sont les gens qui croient à ce genre d'affabulation. Et par exemple, à la fin du XVIe siècle, pour citer un exemple, le démonologue, donc un démonologue, c'est quelqu'un qui étudie en théorie scientifiquement les démons et leurs adeptes. Alors, la science assez balbutiante. Et donc, il parle d'enchanteurs qui voyagent tantôt sur un cheval volant, tantôt sur un bouc, tantôt sur un balai, tantôt sur un bâton. Et évidemment, ce Jean Bodin préconise de punir sévèrement les sorciers, c'est-à-dire, grosso modo, de les envoyer au bûcher. Alors, difficile pour des voix plus éclairées, comme par exemple Michel de Montaigne, de se faire entendre, lui qui clame dans ses essais que c'est mettre ses conjectures à haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif. Mais malheureusement, le bailli de La Haye-du-Puy, eh bien lui, il est plutôt du genre Bodin. Oh là là, mais du coup, j'imagine qu'il va faire une enquête pour vérifier tout ça. Oui, et une sévère avec tout le zèle méticuleux dont il est capable. Sur les bases des déclarations de Noël, il va y avoir les premières arrestations. Certains ne vont pas parler, mais d'autres oui. Et beaucoup même. Donc un tel dénonce un tel, qui dénonce un tel, etc., etc. On n'en finit pas. Bon, il faut dire aussi quand même qu'à l'époque, les interrogatoires sont particulièrement musclés. Pour délier les langues. Voilà, on appelle ça de la torture. Puis c'est occasion éventuellement de balancer un voisin détesté, de dénoncer une vieille dame pour essayer de récupérer sa terre. De fil en aiguille, les geôles de la prison se remplissent avec des accusations genre messe noire. Alors pour vous donner un peu l'idée des élucubrations, on a des curés qui célèbrent la messe la tête à l'envers, le diable qui asperge ses fidèles d'urine. On embrasse le derrière d'un bouc. Il y a des sorciers qui descendent des cheminées, au milieu des sorcières qui tombent au milieu des plantations de salade. Enfin bref, c'est de plus en plus gros, mais ça passe de mieux en mieux chez notre ami, enfin ami entre guillemets, le bailli de La Haye-du-Puy. Et on en arrive à des dizaines et des dizaines d'arrestations. On parle de 175 prévenus détenus dans des conditions épouvantables, qu'on envoie à Coutances à 40 ans pour y être jugés, et on les condamne systématiquement à mort. Mais ils vont être exécutés ?
Alors, même à cette époque-là, on a déjà le droit à un appel. Ah, Alors, quand même. cet Ouh. appel est rendu par le Parlement de Normandie à Rouen. Les premiers condamnés y arrivent, passent en appel, donc, et les sentences sont confirmées. Alors, il faut dire qu'à l'époque, le Parlement de Rouen passe pour être l'un des plus hystériques de France et un des derniers à pratiquer le bûcher systématique dans ce genre de cas. Et puis, la situation alarme un homme très clairvoyant qui s'appelle Claude Pelot et qui est le premier président du Parlement de Normandie, qui avise Colbert, le célèbre ministre de Louis XIV, parce qu'il a son oreille. Et Colbert ordonne de surseoir à l'exécution de ces malheureux. Alors l'ordre arrive à 40 ans, le jour même où il devait être exécuté. C'est pour vous dire, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et puis Louis XIV va finir par demander des explications au Parlement de Rouen. Pourquoi on pratique comme ça à Rouen et pas à Montpellier, pas à Nantes, etc. Donc on va surseoir complètement à la procédure en 1672 et tous les gens, du moins ceux qui auront survécu aux conditions de détention Oui, parce que j'imagine que la prison, c'était pas 5 étoiles. Voilà, En attendant, vont être libérés. Et puis en 1682, finalement, Louis XIV va promulguer un édit qui va définitivement interdire de condamner les gens pour sorcellerie et qui va simplement les faire assimiler à des escrocs et à des charlatans. Très bien. Et le bailli? Non, le bailli, non, lui, il va rester, mais il va être obligé de suivre les règles énoncées. Bon, très bien. Alors, en 2 secondes, le petit ouvrage. Voilà, alors rien de bien convaincant pour les ouvrages sur la haie du Puy, mais par contre, moi, je vous invite à lire ceci. Alors, on est à peu près à la même époque, à Louviers en 1642-1647, une affaire assez similaire. Donc, c'est Confession d'une sorcière et c'est aux éditions La Louve. Merci beaucoup, Stéphane William Gondouin, notre passionné histoire et patrimoine.